Bonjour. Hello. I hope you've been enjoying our CIB Day. J'espère que vous avez bien aimé à date notre journée. L'Assemblée publique annuelle de la Banque de l'infrastructure du Canada. Je m'appelle Frédéric Duguay. Je suis l'avocat général et le secrétaire de la Banque et je serai votre animateur de cérémonie aujourd'hui. En tant que société d'État, nous comprenons que cette Assemblée publique annuelle est importante pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. Cet événement est une initiative de responsabilisation que nous prenons très au sérieux. L'Assemblée est également accessible dans les 2 langues officielles. Nous vous remercions de vous joindre à nous aujourd'hui. Welcome to the CIB's annual public meeting. My name is Frédéric Duguay. I am the General Counsel and Corporate Secretary here at the CIB, and I will be your MC today. As a Crown Corporation, we understand that this annual public meeting is important for all Canadians. This event is an accountability initiative that we take very seriously. It's also available in both official languages, and we thank you very much for joining us today, and for those of you who also joined us earlier today in our earlier Alors aussi session. pour ceux qui étaient dans les sessions un peu plus tôt. Merci. J'aimerais tout d'abord souligner que les terres à partir desquelles nous accueillons la réunion d'aujourd'hui sont le territoire traditionnel de nombreuses Premières Nations, y compris les Mississauga de Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee, Wendat, et qu'elles abritent maintenant de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations inuites et métisses. Également que Toronto est couvert par le traité 13 avec les Mississaugas du Credit. Today's session La will réunion proceed. d'aujourd'hui se déroulera comme suit. We'll begin Nous aurons une allocution de la présidente de notre conseil d'administration, Jane Bird, suivie d'une présentation de notre chef de la direction, Aaron Corey. Il couvrira les réalisations du BIC au cours de la dernière année et nous parlera de ce qui s'en vient. Cette présentation sera suivie d'une séance de questions et réponses à la disposition de tous les participants aujourd'hui. Pour poser la question, utilisez la boîte Q&A au bas de votre écran et nous invitons tous les participants à inscrire à partir de jeudi à soumettre vos questions d'avance. Alors, merci à ceux qui ont pris le temps de soumettre vos questions La d'avance. réunion est présentée en français et en anglais. Si vous préférez participer dans l'autre langue, choisissez Interprétation dans vos commandes Zoom. This meeting is presented in French and English. If you would prefer to participate in the other official language, please choose Interpretation in your Zoom controls. For your awareness, Alors, soyez bien conscients que cette session aujourd'hui est enregistrée. Si vous vous joignez via webcast et vous voulez poser des questions, utilisez la boîte Q&A sur l'écran pour écrire et envoyer vos questions. Et à la deuxième partie de cette réunion, nous répondrons aux questions qui auront été posées. Alors, on vous invite à envoyer vos questions. Si nous avons des membres, des journalistes aujourd'hui, eh bien, posez la question directement à l'équipe des médias, media.cib/BIC.ca. Maintenant, pour partager plus d'informations sur la dernière année, on accueille à ma gauche ou à ma droite, désolé. Habituellement, je demeure à droite, mais Jane Burke, présidente, et merci d'être ici avec nous. Merci Frédéric et merci à tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui au Canada. Si vous étiez là un peu plus tôt ce matin, merci d'avoir été là et merci aussi si vous avez été dans cette session. On a vraiment hâte de prendre vos questions, mais s'il vous plaît, permettez-nous d'abord, Erin et moi, de partager quelques points de vue sur quel travail la BIC a fait pour fournir l'infrastructure dont elle a besoin. Ayant travaillé sur de grands projets d'infrastructure pendant plus de 25 ans, je parle d'expérience personnelle lorsque je dis que, pour point de vue infrastructure, nous sommes à un moment où ce que nous faisons aujourd'hui déterminera notre prospérité future.
L'infrastructure, qu'il s'agisse de ports ou de lignes de transport de commun, de systèmes d'eau usée ou de réseaux de transport d'eau, jouera un rôle essentiel dans l'avenir du Canada. Cela aura une incidence sur des questions aussi fondamentales que notre capacité d'expédier des marchandises canadiennes vers des marchés internationaux, les foyers où nous vivons, l'énergie qui nous alimente. Aujourd'hui, je vais commenter trois choses. Premièrement, les résultats que nous avons vus dans la dernière année et à date avec nos partenaires. Deuxièmement, comment on veut innover pour répondre aux défis actuels et les politiques de nos actionnaires, le gouvernement canadien, et donner certains exemples où je crois que nous essayons de maturer en tant qu'entité qui existe depuis 6 ans. Alors, après ces 6 ans, la BIC a démontré que notre modèle unique est devenu un moyen important de faire avancer les projets d'infrastructure au Canada. Nos résultats parlent d'eux-mêmes. Nous avons investi 13 milliards de dollars dans l'infrastructure qui aura des répercussions réelles et durables sur les Canadiens. Ça prend forme dans 73 investissements à ce jour, 36 milliards de dollars totalement en énergie, en transport, en connectivité et en amélioration le niveau de vie partout au pays. Nous avons mis sur place une équipe d'experts, de solides réseaux industriels et une solide pipeline d'opportunités pour des investissements continus et nous sommes prêts à poursuivre notre parcours de croissance. Cette année, la BIC a démontré comment nous pouvons répondre rapidement aux défis auxquels notre pays est confronté. Voici certains exemples. Le budget fédéral de 2023 comprenait une disposition qui nous a permis de créer une occasion de fournir aux collectivités autochtones un accès à des capitaux pour acheter des participations dans des projets d'infrastructure dans lesquels la BIC investit également, aidant ainsi à combler le déficit d'infrastructures autochtones et à créer des possibilités d'avantages économiques à long terme. Je suis heureuse de dire que notre premier investissement en actions autochtones, le projet de stockage de batteries de la Nouvelle-Écosse, a été fermé seulement 6 mois après le budget. Dans l'énoncé des priorités et des responsabilités de la BIC de 2023, le ministre Fraser nous a mis au défi d'explorer des mesures visant à faciliter l'investissement dans l'offre nationale de logement du Canada et à contribuer à la création d'options de logement plus abordables et durables pour les Canadiens. Encore une fois, en l'espace de 6 mois, nous avions annoncé notre initiative d'infrastructure pour le logement et notre premier partenariat. Nous continuons d'être le principal organisme de financement du gouvernement fédéral pour appuyer la transition vers une énergie plus propre, une responsabilité qui a mené à 10 nouveaux investissements dans l'énergie au cours des 6 dernières années. Et finalement, sur une entité qui mature, voici certains exemples. 2 développements. Premièrement, nous travaillons sur l'exécution de transactions pour être le plus efficace possible pour nos clients afin d'assurer que nous livrons des ententes d'une façon la plus transparente et efficace possible. Et deuxièmement, nous bâtissons notre équipe de gestion d'actifs parce que nous avons des actifs à gérer maintenant. L'organisation qui mature absolument. Parlant de la durabilité, je pense que c'est juste de dire que la durabilité est dans l'ADN du BIC. On continue de faire avancer nos efforts, comme préparation aux impacts climatiques qui sont vraiment importants pour les communautés canadiennes. Notre équipe a continué à évaluer les risques de climat pour mieux comprendre les impacts, différents scénarios sur notre portfolio et des investissements à venir. Alors, ce travail renforce le rôle que la BIC peut faire et gérer les changements de climat et réduire les effets de gaz à effet de serre. Et nous avons créé aussi l'équipe pour les finances. Alors, cette industrie va aider la BIC à évaluer nos stratégies par rapport au climat, identifier les améliorations et dans ce processus, avoir de meilleures décisions financières ou d'investissement. Pour mieux refléter l'impact de nos investissements, eh bien, le travail significatif important a été accompli pour peaufiner la façon que nous mesurons nos indicateurs de rendement. Contrairement à une société d'investissement traditionnelle, les projets de la BIC ont pris en compte et mesurent les fonctions des résultats au-delà de la situation financière, sur la façon dont nous contribuons à réduire les émissions, à augmenter l'échalandage du transport en commun, à permettre au plus grand nombre de familles à se connecter sur une bande large. Alors, les défis auxquels nous sommes confrontés, nous travaillons pour nous assurer qu'on suit nos résultats. À partir de cette année,
Notre analyse et nos rapports montreront comment la BIC stimule le PIB dans le commerce et comment nous contribuons à l'emploi de l'investissement dans le logement pour les Canadiens. Finalement, parlons de la gouvernance. Le conseil d'administration a travaillé avec la direction pour améliorer davantage le processus d'investissement en procédant à des examens de plus de 30 investissements et a supervisé et approuvé l'attribution des portefeuilles et examiner les objectifs d'impact à long terme. Le Conseil a examiné également les rapports sur la gestion des actifs pour les placements fermés, y compris financement fourni et calendrier des jalons de projet. Le Conseil d'administration surveille continuellement la gouvernance et les politiques de la BIC pour s'assurer qu'elles sont informées et harmonisées avec des pratiques exemplaires des secteurs publics, avec les meilleures pratiques dans les secteurs publics et privés. À cette fin, le Conseil d'administration a revu ses pratiques en matière des valeurs et d'éthique afin de prévention des conflits d'intérêts. Comme équité de la couronne, on continue avec M. Fraser, le ministre et le ministre adjoint et leur équipe. Le ministère a rencontré directement avec le Conseil pour écouter ce que nous avions à dire et parler des investissements futurs que le Canada pourrait faire. J'aimerais terminer aussi en remerciant notre conseil d'administration. Évidemment, il connaît beaucoup le paysage et la gouvernance. J'aimerais premièrement souligner la contribution de Tamara Vrooman, qui a été présidente du conseil d'administration pendant 3 ans avant de quitter ses fonctions en janvier. Le conseil d'administration offre nos sincères remerciements et reconnaissance à Tamara pour son leadership et ses conseils et nous célébrons ses contributions à nos réalisations. J'aimerais remercier aussi André-Lise Métaux, Stephen Smith et les 2 autres pour le temps et l'expérience au conseil qu'ils ont fait durant leurs 10 ans sur le comité. Merci particulièrement à Dave Purnham et Stephen pour leur participation comme le conseil inaugural et Stephen Smith pour les ressources humaines durant qu'il a été avec nous. Nous sommes heureux d'annoncer les 4 nouveaux directeurs guidés par le ministre Fraser dans les derniers mois. J'aimerais accueillir Janice Byrne, Elisabeth Hivon, Vince Casparo et Harry Subramanian et nous avons hâte de voir leur expérience dans les temps à venir. Le conseil est fait partout et plutôt est comblé de gens qui habitent un peu partout au pays. Nous sommes très fortunés de les avoir et j'apprécie beaucoup leur engagement et leur leadership. Sur ce, j'aimerais féliciter Aaron et son équipe pour le progrès exceptionnel à cette remarque et je vais donner la parole à Aaron pour donner un peu plus de détails. Habituellement, je suis plus haut et Aaron va un peu plus bas. Alors oui, merci Jane. Bonjour et bon après-midi à toutes et à tous, partout dans le pays. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à en savoir plus sur la BIC. Thank you for being here and thank you for your interest. Merci encore. I'm really happy to be here today to share information on our progress during 2023-2024 and answer questions you may have. I would like to start by saying that I am really proud of the work that's been done with... Désolé. Nous avons réalisé des progrès considérables, ce qui renforce le fait que la BIC est une organisation agile et réactive qui contribue à faire avancer le développement des infrastructures au profit de la population canadienne. Jane, thank you for your and the board's work. I couldn't agree more. Merci Jane pour toi et le travail du comité. Alors nous sommes très, très heureux. Merci à Tamara aussi. J'ai eu le plaisir de travailler avec des gens qui étaient sur le conseil présent aussi. Et Tamara a été une excellente mentor et une excellente source de leadership aussi pour l'organisation. Alors, je suis honoré, privilégié de travailler avec le conseil et qui amène une profondeur d'expertise dans tout ce que nous avons. Alors, merci à tous. Comme Jane a dit, je vais passer un peu de temps à parler de nos résultats sur la dernière année. J'en ai couvert un peu, là, surtout sur la mise à jour. Je vais garder ça bref et répondre à vos questions. Comme Jane nous a parlé, nous avons atteint une bonne vitesse comme organisation qui mature avec nos investissements maintenant à plus de 73 investissements à la fin de notre année fiscale et un peu plus de 13 milliards de notre argent engagé. Donc, si on double-clique sur l'année passée,
j'aimerais parler de chiffres. Et comme vous pouvez voir, là, dans l'année qui vient de passer, nous avons terminé notre 27e projet avec une valeur de projet de 3,7 milliards de dollars. Le projet en capital d'environ 8. Ce sont des projets, 5 de nos secteurs prioritaires et une portée à la grandeur du pays. Et comme Jane a mentionné, beaucoup de projets très innovateurs, projet d'énergie en Nouvelle-Écosse, l'aéroport régional de Thompson qui était nouveau pour nous et beaucoup d'intérêt aussi en projets d'énergie, transition et de production économique et de croissance. Donc, nous sommes vraiment enthousiastes. Laissez-moi vous donner certains exemples spécifiques et les faits saillants de nos investissements. Premièrement, comme vous entendez parler de la BIC, un de nos endroits prioritaires, c'est les infrastructures qui avantagent et la participation des communautés autochtones. Et d'ici la fin de l'année, on a fait 15 investissements dans les infrastructures autochtones et on a dépassé le mi-chemin de notre but d'un milliard d'argent investi dans ces progrès de la BIC. On est dépassé 500 000 $. Alors, ce fait saillant est très important pour nous. Comme je dis toujours, le milliard de dollars, c'est notre cible initiale et c'est le plancher et non le plafond, mais nous sommes quand même très enthousiastes d'être rendus à la moitié. On a dépassé 500 000 $ en investissement autochtone et nous avons hâte vraiment de faire la deuxième moitié grâce au travail de notre équipe et aussi le travail des communautés autochtones. Comme j'ai parlé un peu plus tôt, plusieurs de nos investissements étaient des premières. Donc, certains des commentaires de Jane, là, si vous regardez cette page en haut à droite, Brandon et Red Sea Rat, ça c'est au sud du Manitoba, tout près de Brandon. Alors, c'est un résultat direct du travail qu'on a fait sur ce qu'on appelle notre infrastructure là, pour l'habitation IHI. Comment penser aussi des investissements dans les eaux usées, les roads, les routes? Comment aussi créer de nouvelles habitations dans notre pays. Et Jane a mentionné aussi, le ministre l'automne passé nous a défiés avec cette idée. Qu'est-ce que la BIC pourrait faire pour avoir les infrastructures qui augmenteraient l'habitation et l'engagement que nous avons avec Brandon et ce genre d'investissement? Par rapport à Brandon, c'était un système de traitement d'eau usée qui arrivait en fin de vie, qui avait besoin de beaucoup d'investissements, mais n'atteignait pas les objectifs de la ville. Donc, on a fait un investissement avec la ville pour construire une infrastructure, pour remplacer celui qui est existant et pour pouvoir vraiment pousser beaucoup d'habitations à Brandon. Donc, le système des eaux usées là, qui desservent beaucoup de communautés au sud de Winnipeg a beaucoup de croissance. Et puis là, on bâtissait un système de la prochaine génération pour rencontrer les besoins croissants de ces communautés, les rendant capables de bâtir avec leur ambition. Alors, ce genre de projets sont très importants et on va en voir plus dans l'année qui s'en vient. Et comme j'ai parlé aussi, on peut le voir sur la page, on a eu beaucoup d'investissements du côté transport, comme le port, l'investissement de port avec Prince Rupert, et qui est en 23-24 aussi, ce qu'on a fermé l'aéroport Thompson et l'aéroport métropolitain. Deux façons de connecter des Canadiens, avoir différentes options de transport de façon qui sont importantes économiquement, mais aussi socialement parce qu'on connecte le pays. C'est important de remarquer que de nos 73 investissements, plus de 40 sont dans la construction active. Et les autres, c'est des projets à long terme, finaliser la conceptualisation ou quelque chose qui va démarrer la construction. Mais notre portfolio va vraiment de l'avant. Et de l'autre côté de ce spectre, 2 projets sont complétés, plusieurs sont presque complétés, d'autres commencent à nous rembourser. Et on commence vraiment à voir l'autre côté de l'entonnoir de l'investissement, comme Jane a mentionné, là, en regardant et mettant notre attention la gestion de notre portfolio. Et ça crée aussi des opportunités de réinvestir ces profits dans la prochaine génération d'infrastructures. C'est comme l'engrenage d'activité qui est au cœur du BIC. Des résultats financiers que j'aimerais mettre en lumière dans la dernière année. Plusieurs notes importantes, là.
financement actuel, à date, 1,3 milliard de dollars de capital en 2023-24. Et évidemment, là, ça grandit. Hein, ça va suivre le volume d'investissement, naturellement. Mais à la vitesse d'activité de construction, on va voir ce chiffre augmenter. Et comme vous pouvez voir, à la fin de l'année, il y avait 1,3 milliard de dollars. Plus que 500 millions de ça était au quatrième trimestre. Donc, regardez la trajectoire, ça l'accélère beaucoup. Et quand on regarde trimestre à trimestre en allant de l'avant, c'est vraiment la norme, c'est la vitesse que nous voyons dans nos projets. Donc, c'est un vrai indicateur que la construction augmente ses projets. Et je peux vous donner du point de vue d'intérêt. Comme nous avons maintenant des investissements qui produisent un revenu d'intérêt, donc 59 millions de dollars en revenu d'intérêt. Et une note importante, c'est qu'on peut comparer ça avec nos charges d'exploitation qui sont de 55 millions. Donc, on a dépassé le niveau là où nos dépenses étaient plus élevées que nos revenus. Donc, c'est un jalon super important puisqu'on mesure chaque investissement du point de vue fiscal. On regarde le risque et les résultats. Donc, ce n'est pas toute l'histoire du BIC, mais c'est un marqueur très important et un jalon que nous sommes fiers d'avoir franchi. D'autres choses, côté finances, 55 milliards de dollars en charge d'opération. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on le compare à la fermeture financière, ça représente 1,5 % des investissements que nous faisons, ayant comme base nos coûts d'opération sensiblement aux autres institutions, des investisseurs, des gestionnaires de comptes. Nous avons une opération très, très maigre là, avec de très, très peu de frais pour avoir un bon revenu produisant des capitaux élevés. Maintenant, j'aimerais parler sur quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup dans un forum public, mais c'est notre centre d'expertise comme travail. Alors, service, conseil et travail de recherche. Premièrement, c'est très important de penser à la BIC comme ayant trois côtés. Nos investissements dont je parle et qui sont souvent le point focus de nos discussions. Deuxièmement, nous avons le service conseil sur des projets dans notre entonnoir et peut-être aussi des projets à venir. Donc, on veut rencontrer ceux qui proposent des gouvernements à tous les niveaux, les communautés autochtones, les gouvernements provinciaux, municipaux et d'autres personnes responsables qui vont discuter qu'est-ce qui pourrait fonctionner, comment la BIC pourrait aider. Et souvent, ça mène à des choses comme un service conseil ou un travail ensemble sur les produits. Donc, quel est le revenu sur les produits? Est-ce que c'est une opportunité d'investissement? Nous aussi avons commencé cette année une nouvelle initiative autour des services conseils. On appelle ça le programme FEED. Donc, c'est la BIC qui fait des prêts, surtout dans la transition énergétique, là où il y a beaucoup de coûts d'ingénierie avant que le projet arrive à une décision finale. Donc, la BIC est prête à être partenaire et a fait aussi avec Azure sur Sustainable Fuel. Donc, ça, c'est une nouvelle offre en 23-24, une nouvelle façon pour la BIC à donner son conseil et investir, co-investir avec nos partenaires et faire le dur travail qui mène à l'investissement. Si le projet continue, évidemment, notre investissement va se transformer en prêt et on partage les risques avec nos partenaires. Le troisième élément, c'est les rapports de recherche. Alors, la BIC et le fonds de BIC est partenaire dans beaucoup de recherches et on voit cela vraiment comme l'avant-front. Si on parle de l'entonnoir d'investissement, de la recherche, d'identifier les opportunités au travers le service conseil, éventuellement l'investissement, eh bien, le travail de recherche joue un rôle critique à nous aider à comprendre où l'infrastructure doit être au pays et à quel endroit la BIC peut avoir le plus gros impact. Alors, des produits en 2023-24, ça a été l'étude de territoire avec le KIOT, si j'ai bien compris, là. Notre travail avec le Conseil économique de l'Atlantique
on parlait des besoins d'infrastructures dans le Canada atlantique et à quel endroit, là aussi, pour la productivité économique et la transition énergétique, où les investissements étaient nécessaires. On a fait avec Qtrix, ça a été un partenaire, l'Institut de recherche sur les modes de transport non traditionnels, hein? Alors, avec tout ce que ça peut amener. Donc, tous ces projets ont servi pour faire avancer notre façon de penser et ainsi de déplacer des vrais projets dans notre pipeline. Donc, on n'est pas une équipe de réflexion, mais nous, notre travail, c'est de partenir avec des vrais penseurs pour aider à semer la prochaine génération des projets d'investissement. Et c'est ce que l'on fait à travers notre centre d'expertise. On a fait beaucoup de travail à s'engager avec les parties prenantes et les actionnaires partout au Canada. Alors, cette page m'amène beaucoup de joie parce qu'on voit des photos d'un océan à l'autre et à l'autre en parlant avec nos parties prenantes. Et ça a été une priorité pour nous à la BIC d'être ouvert, transparent et disponible le plus possible. Et je pense que les fruits commencent à apparaître au travers de nos engagements de conférences, nos réunions avec plus de 100 industries et de parties prenantes dans cette année, nos réunions avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, notre engagement avec les parties prenantes de l'industrie, la Chambre de commerce canadienne, la Fédération des municipalités, de grands partenaires qui jouent de rôle important à modeler le dialogue d'infrastructure. On a fait une priorité de travailler avec nos partenaires et de s'engager directement avec les Canadiens et Canadiennes pour voir leurs besoins d'infrastructure et de mieux cibler les problèmes et les défis de notre pays. Ceci incluait, en plus là, de différentes conférences, panels, réunions que nous avons eues, nous avons augmenté aussi nos visites régionales, si vous voulez, notre participation. On a eu 2 investissements. Quand je veux dire, c'est qu'on a mobilisé plusieurs de membres de la BIC au travers à l'investissement, la recherche, l'équipe de stratégie et moi-même, pour aller visiter les parties prenantes, passer une semaine dans les communautés où on n'a pas de bureau. L'année passée, on parlait de notre temps à Saskatoon, les Premières Nations sur les projets de débarcadère de Kekwistaha et la réserve urbaine de Grasswood, la rencontre de participants. Aussi, cet hiver, on était à Halifax, en Nouvelle-Écosse, avec beaucoup de réunions avec les secteurs de l'énergie, gouvernements municipaux, provinciaux et les parties prenantes de l'industrie. Et ça s'est égalé aussi avec des visites au Manitoba, la Ville de Québec, Montréal, Vancouver, Calgary, où on a eu plein de réunions. Le but de la BIC, c'est vraiment d'être une banque pour être sur place, parler aux Canadiens, secteur public aussi, là, au travers le pays. Donc, on veut en faire davantage dans l'année à venir. Parlant de l'année à venir, donc, regardons la perspective. Je me suis fait poser cette question plus tôt aujourd'hui et je pense que la question est bonne. Ce que vous voyez présentement, les résultats qu'on a vus de la dernière année, est-ce que ça représente un état stable pour la BIC? La réponse est oui. Je pense que ce sur quoi nous sommes atterris, c'est qu'il y a vraiment une pipeline stable d'opportunités d'investissement, de vrais projets qui vont vraiment résulter des vrais résultats que la BIC va investir. Et chaque année, ça va être notre argent là, de 3 à 5 milliards de dollars, là, des projets de 8 à 10 milliards. Eh bien, cette pipeline solide partout au pays, dans toutes les activités qu'on a mentionnées, nous croyons que c'est vraiment la vitesse de ce que nous avons bâti, la vitesse ou le rythme auquel le pays peut digérer des projets, la vitesse avec laquelle les projets vont venir, l'effectif de travail peut soutenir et le genre de projet que nous générons, quand vous regardez un peu la participation, ça représente vraiment un pourcentage significatif de ces projets. Voyant de l'avant, nous avons une pipeline solide dans tous nos 5 secteurs, dans chaque province, chaque territoire.
évidemment, ce qui s'en vient important là, dans l'année à venir, c'est de s'engager un peu plus dans le Nord. L'engagement des premiers ministres là, au Nord, quand vous avez vu plein de points au travers le pays, là, eh bien, on dit qu'il n'y a pas assez de points au Nord et on est très d'accord. Alors, nous avons seulement 3 investissements des 73 qui sont dans le Nord, donc on veut augmenter ce chiffre. Ça commence en bâtissant un pipeline clair des priorités et des territoires, là, de travaillant avec les leaders autochtones, les gouvernements Yukon et les territoires, le nord du Québec aussi et d'autres régions du Canada. Deuxième endroit de priorité pour nous, c'est l'électrification, hein, être encore plus vert et de doubler les besoins d'électricité, même les tripler. Et comme mentionné, nous croyons que l'année à venir sera une année où notre infrastructure pour l'habitation et les initiatives vont augmenter de vitesse puisqu'on va engager avec les leaders municipaux et toutes les opportunités qu'ils puissent voir. Donc, j'aimerais terminer avec une note juste pour dire à quel point je suis vraiment fier de l'organisation que nous avons bâtie collectivement. Et vraiment, chaque jour, nous venons travailler avec ce mantra d'être fiers, mais pas satisfaits. Cette idée que nous essayons de créer une institution durable qui donne une vraie valeur aux Canadiens et Canadiennes, c'est ce qui nous motive, une organisation là, qui compte environ 140 personnes à Calgary, Toronto et Montréal, ou du moins, voilà, où leur carte d'affaires dit qu'ils sont, mais ils sont souvent partout au pays. Pour mettre en œuvre notre valeur, améliorer les choses pour le Canada, make things better for Canada. Alors, améliorer les choses pour le Canada. C'est une valeur que nous accueillons vraiment dans notre organisme. Au Canada, les gens sont connectés les uns aux autres et au reste du monde. C'est un pays alimenté par l'innovation, un pays compétitif et prospère sur le plan économique. It is thanks to the excellence, Et competence and grâce à la passion excellente et compétente des gens qui se sont joints à la BIC, qu'on obtient les résultats que nous avons et nous allons continuer de le faire avec détermination, sachant que notre travail est loin d'être accompli. Je remercie toute l'équipe et à reconnaître ses réalisations. Thanks to all of the staff, thanks to the board. Encore une Thank fois, you, merci. Jane. Merci le conseil. Merci Jane. Frédéric, à toi la parole pour les questions. Merci beaucoup, Aaron, pour la mise à jour de nos faits saillants, nos résultats et nos perspectives à l'avenir. Merci, Jane, aussi, pour les commentaires au nom du conseil d'administration. Nous allons maintenant procéder à notre période de questions. We'll now proceed to our Q&A. As I mentioned Et earlier, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, au commencement, nos questions-réponses vont avoir en 2 parties. Et pour la première partie, nous allons commencer en répondant à des questions qui ont été soumises d'avance pour Aaron, pour le commentaire d'Aaron et Jane. Et ensuite, la deuxième partie avec les questions que nous recevons comme faisant partie de cette réunion. Et on vous invite vraiment à utiliser la boîte Q&A là, au travers de l'application Zoom. Et on va essayer de prendre le plus de questions possible comme faisant partie de cette réunion. Donc, on commence. Sommes-nous prêts? Alors, les deux à ma droite. On n'a pas bougé. On n'a pas bougé. Première question vient de la liste qui a été soumise un peu plus tôt. Quelles sont les priorités d'investissement menant à l'année fiscale 24-25? Aaron et Jane. Merci pour la question. Je vais commencer avec une réponse de haut niveau et je vais être spécifique. L'encadrement est très important. Et quelque chose que je crois qu'on a, au fil des 6 années d'opération, qu'on a vraiment réglé, c'est de comment penser à la BIC comme étant une couronne indépendante qui prend des investissements d'une façon commerciale et où l'équipe du conseil et de gestion met en bonne utilité l'argent des payeurs de taxes, mais aussi le faire d'une façon bien alignée au but des politiques d'aujourd'hui. Et notre point de départ garde la priorité du conseil et nos actionnaires comme dicté par le ministre.
Et ce qu'on est devenu, on est devenu bon, hein? Il y avait comme un sentiment, donc bon, on est bras dessus, bras dessous. Mais il y a une grosse différence avec l'indépendance et l'isolation. Et moi, je pense qu'on est indépendante, mais qui ne travaille pas en isolation. On est très, très près à coordination avec d'autres départements de la Couronne, Société de la Couronne, d'autres départements. Donc, nous n'avons pas fait seulement par nous d'investir dans les réacteurs, les très petits réacteurs. Là, donc, c'est avec discussion. Et je dis ça comme ouverture parce que la question, c'est quelles sont les priorités? Bien, nos plans corporatifs qui ont été soumis et qui ont été approuvés, c'est notre façon de s'aligner avec nos actionnaires là, à laquelle on travaille dans la bonne direction. N'a rien à changer dans nos 5 priorités. Transition verte, le transport, augmenter la productivité dans le pays, bâtir un réseau électrique vert, connectivité de bandes pensantes, s'assurer que tous les Canadiens et Canadiennes ont l'Internet haute vitesse et sixièmement, l'infrastructure verte. Donc, le plus haut niveau n'a pas changé. Ce qui continue d'évoluer vraiment, ce sont les sous-secteurs. Hein. Donc, infrastructure verte, bien, nous voyons de plus en plus de choses dans notre pipeline, dans les eaux usées, cet espace d'eau, parce que partout, hein, des permis pour bâtir ne sont pas émis parce qu'il n'y a pas de ressources à l'eau. Donc, les secteurs sont très stables. C'est les sous-secteurs. Donc, je vais parler de 3 sous-secteurs qui sont des grandes priorités pour 2024-2025. Et évidemment, l'infrastructure de l'habitation. Ce que c'est, ça varie hein, au travers le pays. Parfois, c'est le transport pour ouvrir de nouvelles communautés d'habitation. Parfois, c'est l'eau potable. Parfois, c'est les réseaux d'électricité ou ce genre d'investissement. Mais tout cela est relié à l'habitation. Je pense que c'est important pour nous. Deuxièmement, nous voyons de plus en plus d'opportunités pour d'investissement dans l'électricité propre qui engage les communautés autochtones. Donc, nos prêts autochtones, c'est quelque chose d'important ce que l'on fait. Et partout au pays, quand vous regardez de la Nouvelle-Écosse à Saskatchewan, Colombie-Britannique, et plein de points entre, il y a beaucoup de poussées à bâtir le réseau que nous allons devoir pour nos besoins d'électricité. Alors ça, c'est la deuxième grande priorité pour nous. Troisièmement, c'est l'investissement dans le hashtag et l'hydrogène. Travail d'Azur hein, pour évidemment le projet transformatif qui ont été engagés dans la côte est et ouest du Canada pour créer une nouvelle énergie verte dans tous les développements qui se font en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve avec l'hydrogène propre ou à bas d'émissions de carbone. Donc ça va continuer d'être très important comme investissement pour nous. L'investissement H-Tech dans la production d'hydrogène et la distribution, en est une très intéressante et je pourrais vous en parler davantage. Alors voilà 3 choses qui vont l'être, mais les secteurs n'ont pas changé, mais les sous-secteurs continuent d'évoluer et on ne fait que répondre aux besoins du pays. Le plan corporatif aussi, si vous voulez les détails, est sur le site Web. Vous pouvez toujours le lire, mais le plan corporatif, comme quelqu'un qui est sur le conseil depuis l'inauguration de la banque, a évolué, a vraiment reflété, et Aaron en a parlé, là, un dialogue assez mature entre notre ministère, évidemment, et d'autres ministères, comme il a mentionné, et les banques, l'équipe senior. Donc, ce qui me rend fier de ces plans corporatifs, c'est que ça représente le dialogue et les priorités de la journée du gouvernement avec l'expertise que je crois notre équipe amène là, pour ce genre de transactions. L'autre chose que je voulais ajouter, là, du point de vue autochtone, je suis d'accord avec toi, le Conseil recherche le développement davantage. Mais souvenons-nous que nous avons au moins un, je ne sais pas s'il y en a plus, mais on va le voir dans l'avenir, où on investit dans le projet d'une certaine façon, une dette subordonnée, disons, et dans le même projet, on va faire un prêt aux nations autochtones qui vont eux aussi investir. Donc, quand on fait des prêts pour l'investissement autochtone, c'est souvent parallèle avec nos propres investissements. Et Tamara nous disait, alors ça, c'est un point pour double mot. Alors voilà, comme au Scrabble. Alors, on va voir ça un petit peu plus dans l'avenir.
Jane, Erin, vous avez toutes les deux parlé du plan corporatif comme outil pour recevoir direction ou des actionnaires plutôt. Nous avons quelqu'un qui nous pose la question, est-ce que c'est une façon de s'abriter à l'interférence politique? Peut-être répéter, Hillary? La question de Richard, c'est comment vous mettez-vous à l'abri de l'interférence et comment cela s'associe au plan corporatif? Encore une fois, là, on peut faire un bout sur le commentaire, mais je crois que c'est quelque chose d'important à réfléchir. Et ce que je dirais, c'est, bon, la maturation de notre organisation, comme Jane a parlé, ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est que nous avons une bonne relation saine, une bonne collaboration, comme Jane a mentionné, avec nos actionnaires représentés comme le ministère, le département de l'infrastructure, mais aussi les relations, et comme j'ai dit, en collaboration avec les bandes passantes, NRCan, les minéraux importants, Transport Canada, avec qui on a travaillé sur plusieurs dossiers. Donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, ce niveau de collaboration, c'est ce que les Canadiens ont besoin de nous. Ce qu'ils n'ont pas besoin, c'est de courir pour frapper à cette porte et ensuite l'autre porte. Non, ils cherchent des solutions. Alors, je crois que c'est très important que nous soyons intégrés dans ces choses, mais aussi de demeurer totalement indépendants sur les projets qu'on va dire oui ou non. C'est pour ça qu'on dit l'indépendance. Donc, pour répondre à la question de Richard, c'est vraiment le mécanisme. Hein? Le plan corporatif nous a permis de faire ça. C'est d'avoir un bon dialogue avec les actionnaires et les priorités et tirer une ligne et créer une boîte autour de cela. Et pour l'équipe de gestion, le groupe d'investisseurs et tous les gens sur notre organisation et le conseil aussi, d'aller de ces priorités et de conclure les bonnes ententes de la bonne façon pour gérer le risque, pour prendre quand même un bon nombre de risques, mais de bien le gérer pour équilibrer les retours fiscaux et publics. Voilà ce pourquoi on a été mis en place et je pense qu'on a des relations matures, bien fonctionnelles et c'est ce sur quoi on compte sur nous. Et comme Erin a mentionné, il y a une vraie place là, pour la conversation du conseil. Et on a eu des débats très sains et je crois que c'est bien approprié que des investissements sont dans nos mandats. On a un annexe là, qui est plein de décisions, là, qui va dans beaucoup de détails concernant notre mandat et à quel point ça revient à nos actes, nos priorités, le plan corporatif. Et comme vous pouvez l'imaginer, hein, voyant l'opportunité, là, ça amène un bon débat. Est-ce que c'est le secteur qu'on vise ou pas? Et pour conclure, souvent, je crois qu'il y a eu des moments où on a dit, évidemment, là, avec ouverture, transparence à nos collègues, on a dit non, je ne suis pas sûr que du point de vue de protection légale, mais si on le faisait d'une autre façon afin de pouvoir aider, mais d'une différente façon qui a été proposée et d'être très confortable dans notre mandat. Donc, ce genre de conversation, c'est ce que l'on parle quand on parle de conversation mature. On a eu une question un peu plus tôt, et je la vois ici, d'Eliad Coupi. Pourquoi la BIC demande d'attirer des investissements publics, privés-publics? Pourquoi nous ne pouvons pas juste changer le mandat de privatisation? Wow, la question est très remplie, là. Commençons avec ce qui est évident. La BIC n'a pas de mandat de privatisation. Ça ne fait pas partie de notre but. Ou quelque chose même qu'on focalise. Ce que nous avons, c'est un mandat d'avoir plus d'infrastructures bâties dans le pays qu'il ne serait autrement. Donc, la réponse à la première partie de la question, les capitaux privés sont importants. C'est important parce que nous avons un défi au Canada. Dépendamment du rapport que vous sortez là, des tablettes, mais des centaines des centaines de milliards de dollars de besoins pour les infrastructures critiques, pour remplacer les infrastructures vieillissantes et les défis à venir, donc prospérité économique et la transition énergétique. Et on ne peut pas tout se permettre. Alors, c'est comme un point de mathématiques. On ne peut pas se permettre tout ce que l'on veut. Disons, pas de la façon qu'on finance habituellement. Donc, je dirais que chaque fois qu'on fait un projet qui n'est pas juste l'argent du gouvernement, là, une subvention, mais qui a des capitaux privés, eh bien,
ça augmente la tarte de financer des projets dans ce pays. Ça augmente en réalité les bilans pour nos pays. Donc, le gouvernement et pourquoi la BIC a été créée, et c'est des institutions comme nous au Royaume-Uni, en Europe, en Asie, plusieurs font la même chose et l'idée, c'est que plus on peut aller chercher des capitaux privés, plus on peut étirer notre dollar. Et c'est ce qu'on fait là. C'est pas un enjeu idéologique de privatisation, non. Comment étirer les dollars publics le plus possible? C'est très important de prendre note. Nos investissements ne font qu'égaler les secteurs que nous sommes. Donc, les bandes passantes, l'amener vers le nord, eh bien, on fait l'investissement avec une compagnie privée parce que la façon que l'Internet est livré au Canada, c'est avec haute vitesse. Donc, certains sont très entrepreneurs avec l'aéronautique, l'aérotechnologie, services qui vont servir 24 communautés, très petits, d'autres de très petits villages. Mais nous travaillons aussi avec les gros, TELUS, Bell, Rogers, pour avoir leur service qui n'a pas de couverture. Donc, mon point est celui-ci. On n'a pas dit on veut priver les télécoms, non. Privatiser plutôt, non. On a dit on veut amener l'Internet aux gens et comme ça, on doit travailler avec des secteurs privés. Le transport est très différent. Hein. Le REM, c'est un partenariat là, entre le gouvernement du Québec, nous, pour bâtir un nouveau système de transit. Donc, on n'a pas de mandat de privatisation. On travaille avec les actifs comme ils sont, mais c'est un mandat d'avoir les capitaux privés pour étirer nos dollars. Prochaine question. Les risques clés de l'année prochaine et les 5 années pour avoir des infrastructures ambitieuses. Pourriez-vous expliquer un peu les enjeux avec les emplois et les risques politiques? Oui, je peux commencer. Bon, juste en commençant à répondre, et probablement Erin va remplir les détails, là. Quand on parle, je suis loin d'être un économiste, là, mais ils ont observé dans les derniers mois que les investissements de capitaux n'aiment pas les risques, surtout les risques auxquels ils ne sont pas habitués à contrôler. Donc, c'est une chose à dire, bon, le transport rapide, on veut bâtir un nouveau système de voies ferrées rapides, mais quand on regarde les événements de la dernière année, on dit, bon, qu'il y a une certaine confiance pour les 6 prochains mois. Alors, je crois que si on ne commençait pas avec les incertitudes larges, du point de vue large, ce n'est pas bon pour les investissements et particulièrement pour l'investissement d'infrastructures qui, par nature, sont à long terme en développement et en construction. Donc, ça, c'est le côté macro de ce que je parlerai là. Deuxième chose, encore une fois, on en a parlé, là, mais c'est très vrai pour l'incertitude politique, c'est quelque chose qui cause des risques. Si vous pensez à quelqu'un là, qui veut bâtir quelque chose, l'incertitude, là, bon, la réglementation, oui, mais l'incertitude régulatoire, pas tellement. Alors, je pense que c'est un problème. Hein? Juste un moment là, pour mettre la table et dire, Erin en a mentionné un peu dans sa réponse, des tâches que la banque fait, et on en a parlé au conseil en équipe, c'est qu'on comprend que pas toutes les règles, mais certaines réglementations ou l'encadrement au gouvernement fédéral. Et je pense qu'on peut fournir assistance en naviguant un peu au travers ça et d'agir un peu comme caméléon, si j'oserais dire. Mais c'est un risque réglementaire qui, je pense qu'il y a une façon de le faire, mais c'est quand même un problème. L'infrastructure, mais Erin, tu pourras plus détailler, là? Je pense que la nature d'infrastructure, comme quelqu'un qui l'a déjà vécu, là, c'est très long pour que les projets soient approuvés. C'est très long pour avoir les subventions de ce projet, surtout quand c'est combinaison public-privé, et c'est très long à bâtir. Donc, par définition, si vous parlez d'un REM ou une ligne de transmission au nord du Canada,
juste la chronologie du concept à l'investissement, à la construction et le mettre en œuvre, c'est très long et juste ça, ça amène beaucoup de risques. Donc, ce que l'on veut faire comme banque, parce qu'on a beaucoup de flexibilité, c'est d'essayer de limiter le risque le plus possible. Comme Aaron a mentionné, c'est un peu de décoller lorsque les choses deviennent collées et c'est souvent sur le risque. Et si on peut décoller là, le risque de cela en prenant ça un peu sur nos épaules, eh bien, c'est une des façons, je pense, qu'on a eu plus de succès. Oui, Jane, la seule chose que j'ajouterais, alors, tu as raison là, des macros. Du point de vue macro, pour moi, quand je regarde vers l'avant, là, ce qui nous confronte le plus, nous sommes un investisseur qui prend des risques. Alors, la façon qu'on parle, comme tu l'as décrit, on essaie de décoller. Hein? Et quand on parle des bornes pour charger les véhicules électriques, on a fait l'investissement parce qu'on partageait fondamentalement dans le risque à quel point les véhicules électriques sont adoptés, les modèles de recharge aussi. Hein? Quand on parle de charger les véhicules électriques, il y a un modèle. Et est-ce que les capitaux privés, eux, disent, bien, si on doit transporter tout le risque, et leur modèle d'affaires, leur risque, si on commençait notre compagnie de chargeurs de véhicules électriques, on dirait, wow, chaîne d'approvisionnement risquée, la fabrication des véhicules, combien on les vend, si le gouvernement va continuer de donner des incitatifs pour acheter des véhicules électriques. Alors, c'est plein de choses qui ne sont pas sous mon contrôle. Et ici, à la BIC, on dit, on va faire un prêt qui va vous aider à gérer cela et isoler cela. Alors, la question que vous posez, Hilary, c'est que nous devons continuellement être des gestionnaires prudents. C'est notre travail hein, de faire ça avec les yeux grands ouverts. Mais ce qui m'inquiète parfois, c'est que certains risques vont se manifester. Peut-être que les gens vont adopter plus lentement les véhicules électriques ou nos prédictions peut-être. Alors, on fait des études, mais c'est notre travail aussi d'accueillir un peu de ce risque. Oui, les batteries vont peut-être qu'on va avoir de la difficulté là, avec un froid canadien. Donc, notre résilience en tant qu'organisation, quand on lit, hein, je vous ai donné les faits saillants du rapport financier, mais quand vous allez voir, bien, on met en réserve hein, pour des pertes de crédit. Nos réserves sont plus hauts que le prêteur moyen parce que nous prenons des risques et on sait que le risque va finir par se manifester. Donc, on est résilient à cela. On aide nos actionnaires, les payeurs de taxes à comprendre que c'est une partie saine de ce que nous avons bâti qui va faire partie de notre histoire. On avait quelques questions là, sur les risques. Alors, je pense que vous avez répondu à ces questions. Donc, comment gérer le risque potentiel dans des investissements. Mais ensuite, Jane, il y a une autre question et je ne sais pas si vous et Frédéric peut-être parler de ça. Comment le conseil de la BIC va donner vraiment une bonne surveillance là, pour l'organisation? Bon, je vais peut-être répondre en deux façons. Du point de vue conseil d'administration, je veux réfléchir là, avec deux lentilles séparées. Premièrement, c'est une lentille technique. Alors, l'évaluation de risque, si ce n'est pas totalement, mais relativement une science quantifiable. Il y a une méthodologie à cela auquel les normes sont déjà établies lorsqu'on a un audit interne ou externe. Alors, la première lentille, c'est que je vais l'appeler une lentille technique où les probabilités d'un risque qui se manifeste et l'effet sur notre portfolio entier est mesuré et quantifié et présenté comme faisant partie du travail régulier là, qui viendrait avec tout investissement. Donc, ça, c'est une voie technique et professionnelle qui a été reconnue comme méthodologie là, par le monde de la comptabilité. Et tout cela passe au travers le CFO et au travers son évaluation des risques. Et eh bien, le rapport est fait pour l'investissement. Et comme j'en ai parlé un peu plus tôt, lorsqu'on entre dans un monde de gestionnaire d'actifs, hein, aussi dans ce monde bancaire, alors la façon qu'on va suivre nos risques à l'avenir a aussi un aspect technologique. Ça, c'est lentille 1. Lentille 2.
c'est un peu plus large et je crois que dans la lentille 2, on regarde l'équipe de gestion qui sont très, très bien connaissant ce genre d'investissement. Ils ont vu le côté pratique des risques et comment ils se manifestent. Et deuxièmement, nos conseillers. Donc, Aaron a mentionné que nous avons des conseillers techniques, surtout dans des endroits où c'est une technologie émergente, où presque tous nos investissements vont avoir une expertise technologique dans cette entente, à faire nos devoirs comme investisseurs, comme Aaron a mentionné. Et finalement, lorsqu'on parle du comité, bien, on a l'avantage de ce comme on a mentionné, là, c'est que tout cela n'arrive pas en 48 heures. Donc, ça fait longtemps qu'ils ont pensé, ils prennent les conseils de leurs conseillers. Et ensuite, il y a des gens au conseil qui, ça fait longtemps qu'ils sont dans l'infrastructure. Donc, souvent, si quelqu'un dit, bien, je comprends tout le côté technique et ce que les conseillers disent, mais selon moi, dans ce secteur, au plein froid, je suis pas certain que vous avez absorbé X, Y, Z, la ligne de transmission en plein février dans l'Arctique. Alors, est-ce qu'on devrait réfléchir un peu avec plus de détails? Donc, voyez-vous un peu, ça, c'est la trajectoire non technique, l'équipe de gestion, conseil, et dépendamment de l'investissement, on va avoir une conversation aussi. Ce que je voudrais ajouter, moi, du point de vue de la gouvernance du conseil, le conseil passe beaucoup, beaucoup de temps avec l'équipe de gestion pour reviser ses pratiques, regarder les chartes, s'assurer qu'ils ont les bonnes informations pour faciliter ces discussions avec la gestion sur les risques. Et dans la dernière année, beaucoup de travail ont été faits avec l'équipe de gestion pour reviser ces pratiques de gouvernance et de s'assurer vraiment que l'information et les conversations se produisent au bon niveau du conseil, entre le conseil et ses comités. Un très, très bon point, hein? Et je voudrais dire, ça vient directement de la gestion au conseil. Évidemment, les transactions passent au comité d'investissement. On a des politiques d'investissement, mais aussi un comité d'audit qui, faisant partie de leur charte, ont la responsabilité pour mesurer et faire un suivi le risque de crédit. Donc, il y a comme 2 ou 3 mêmes points de contact avant d'atteindre le conseil. 2 questions techniques. Alors, je commence avec celle-ci de Joseph dans le chat. Du point de vue banque, sur les minéraux critiques, des petits modules de réacteurs nucléaires et production d'hydrogène. Non seulement c'est crucial pour l'infrastructure, mais ça a le potentiel de devenir des industries majeures. Est-ce que la stratégie veut utiliser ça pour rendre le Canada un leader mondial dans ces 3 domaines? Alors, merci pour la question. C'est très intéressant, là. Jane en a parlé un peu, mais ça vaut la peine d'y réfléchir un peu. Comment on évalue des investissements? Quand on regarde un investissement, eh bien, on le compare, le montant d'argent qu'on investit, le risque que nous prenons contre 2 choses, versus 2 choses. Évidemment, les retours financiers, donc l'intérêt, est-ce qu'on va pouvoir se repayer? Donc, ça, contre le risque, eh bien, ça nous donne la viabilité économique d'un projet. Mais l'autre chose aussi, c'est les résultats. On publie ça et on a des objectifs et évidemment, on essaie de mesurer les résultats. Mais les résultats sont vraiment reliés au plus haut niveau, là, sont reliés à 2 choses. Ils sont à la transition énergétique et décarboner l'économie et la croissance du PIB et la production et le revenu. Donc, quand on investit dans de l'infrastructure avec une économiquement productive, donc disons qu'on ouvre une nouvelle mine, là, où la façon qu'on regarde le tout, c'est l'infrastructure qui fait augmenter le BIP. Donc, oui, absolument. Nous ne sommes pas dans l'entreprise de faire augmenter le secteur d'hydrogène, mais la façon qu'on évalue nos investissements, qu'on les mesure et la façon qu'on y pense, voilà un investissement qui pousse la croissance économique dans un endroit qui est très important à l'économie canadienne et on le fait au travers des infrastructures. Hein? On n'est pas investissement dans une mine ou dans une maison. Non, nous investissons dans l'infrastructure qui habilite cela en croissance du PIB dans les secteurs. Donc, différentes
exemple, là, si vous regardez les projets là, à bas carbone là, dans l'Est, on a on utilise ça de façon domestique, mais aussi avec les éoliennes, là, le côté financier d'investissement, mais du point de vue impact, on regarde l'émission réduite des gaz à effet de serre et l'impact du PIB, et voilà la base sur laquelle on investit. Donc oui, je pense que ça fait partie de pourquoi nous sommes une banque de développement ou d'impact. On regarde ces mesures-là avant de prendre nos décisions. Et juste pour revenir un peu, je ne veux pas répéter là, mais juste pour dire qu'au niveau, est-ce qu'on grandit? Y a-t-il un potentiel pour le Canada de faire grandir ces secteurs? Donc, oui, ça fait partie du dialogue avec nos actionnaires. Donc, NRCan dit d'un point de vue politique, on est intéressé dans ceci ou faire des recherches sur cela. On pense qu'il y a un potentiel ici. Et comme Aaron dit, nous faisons partie de la conversation, pas juste nous et NRCan, une conversation plus large, mais nous, on ramène nos devoirs. On dit, OK, quelle est notre tranche? Quelle est la partie de l'initiative encore plus large? Est-ce qu'on va faciliter cela? Bien, on l'espère. Mais c'est très rare que vous allez nous voir seuls essayer de découvrir. Non, non. C'est une question de notre expertise, j'espère, disons, nous espérons, que l'on peut découvrir comment décoller le tout, faire avancer le tout, créer quelque chose plus rapidement que d'autres au travers de notre structure d'entente et de le faire rapidement. Merci d'avoir répondu à ces questions. Frédéric, la parole à toi. Hey, merci beaucoup, Hilary, d'avoir été modératrice et je pense que c'est tout le temps que nous avons pour les questions aujourd'hui. Si vous avez soumis des questions aujourd'hui qui n'ont pas été répondues durant cette réunion, vous allez recevoir une réponse par courriel et nous allons partager les questions et les réponses aussi sur notre site web cib-bic.ca. Faire en sorte de vous envoyer cette question, une réponse par courriel. Nous allons également publier un sommaire des questions et réponses sur notre site web, donc restez au courant. Nous vous remercions d'avoir assisté à l'Assemblée publique annuelle de la Banque de l'Infrastructure du Canada. Votre intérêt et votre participation sont très appréciés. Thank you very much for attending the Canada Infrastructure Bank's annual public meeting today. We appreciate your interest and participation. Merci encore. Merci tout le monde.